merci d'être là. C'est la 12e édition du prix des lecteurs du Villejuif. Merci aux auteurs d'être présents, au public. La librairie Point Commun qui est là aussi, qui est notre partenaire. Aussi, Sophie Tedville, médiatrice du livre, que vous connaissez aussi, qui est là. À la fin, il y aura une séance de vente dédicace par la librairie Point Commun. Et juste une petite info, pour la première année, on a organisé aussi un prix des agents de la ville de Villejuif. Donc ce sont les mêmes livres, mais on a voulu partager ça pour les agents, avec les agents de la ville. Ils étaient demandeurs, et donc on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura un autre lauréat. Voilà. Bonne rencontre. Merci. Merci Federico. Et puis évidemment, merci à toute la super équipe de la médiathèque qui, en moins de 24 heures, a trouvé un lieu pour nous accueillir, enfin toujours aussi merveilleux. Donc bienvenue à toutes et tous, bienvenue à nos 5 romancières et romanciers en lice qui sont là pour cette rencontre où je vous rappelle, comme depuis l'an dernier, je ne vais pas monopoliser la parole, mais dans l'idée, c'est plutôt vous qui allez poser vos questions. Alors, pas de panique, hein, moi j'ai plein d'idées si vous séchez un peu, mais normalement, c'est votre temps de parole, donc emparez-vous-en. Louève, je vous présente par ordre alphabétique, je ne prends aucun risque. Louève, Elisa Georgieva, Marion Lejeune, Pablo Meller et Claire Vézin, bonjour. Bonjour à tous les 5. Alors je vais vous présenter très rapidement et faire un court rappel de vos livres, puis après je vais me taire, puis c'est vous qui allez parler. Non, je vais peut-être poser la première question, histoire de libérer la parole. Louève, vous êtes écrivaine, Sous les strates, et votre premier roman paru aux Escales, même si vous aviez déjà publié un texte témoignage, dans un ouvrage collectif qui s'intitule Nos amours radicales. Sous les strates traite à la fois de l'adoption transraciale. Vous êtes vous-même adopté d'origine vietnamienne, comme Lynn, le personnage central du roman. Roman, autofiction, je crois que vous assumez parfaitement ce terme et qui va effectivement très bien à l'écriture de ce texte. Un roman à 3 voix, cependant, celle de Lynn, certes, mais aussi de Mine, sa mère biologique, et de Françoise, sa mère adoptive. Un roman à la fois sur la recherche d'identité, tout autant identité familiale qu'identité sexuelle. Un roman d'initiation, puisque on la suit de l'enfance, adolescence au jeune âge adulte. Tout ça donc comme une complexité réussie d'aller-retour spatio-temporel, puisque on a beau la suivre de l'enfance, l'adolescence à l'âge adulte, tout ça n'est pas linéaire, il n'y a pas une linéarité de lieu non plus. Vous nous obligez à rester attentifs et vifs. Elisa Georgieva, bonjour. Alors vous êtes également écrivaine, vous êtes réalisatrice et performeuse franco-bulgare. L'Odyssée des filles de l'Est, il est où? Il est là. Est votre 2e roman, paru chez Vertical, après un premier roman intitulé Les cosmonautes ne font que passer. Je pense qu'on retrouve dans ce 2e texte votre sorte de double narratif qui a bien grandi depuis le premier roman où elle voulait être cosmonaute et qui vient de s'installer à Lyon pour y être étudiante, avec notamment son petit Larousse du savoir-vivre sous le bras, et qui se confronte à l'administration française, ses sigles, pour obtenir son droit de séjour, son laissez-pisser, comme elle le nomme. Les chapitres alternent le point de vue de cette jeune femme à la 2e personne et celui
d'une autre femme bulgare, Dora, à la troisième personne, 44 ans, 82 kilos, qui s'est fait avoir par son compagnon, qui lui a fait rêver de la France, et où finalement elle se retrouve prostituée. Évidemment, leurs parcours vont se croiser, là aussi, identité, appartenance, exil, langue, se développe dans ce récit qui est bourré d'humour et de dérision, ce qui est un petit peu la marque de fabrique d'Elisa Georgieva. Et puis aussi une façon de faire exploser les stéréotypes sur les filles de l'Est. Marion Lejeune, je regarde Claire, Marion Lejeune, vous êtes éditrice et romancière. Vous avez pas mal voyagé en Islande, dans les pays scandinaves et en Russie. Je le signale parce qu'évidemment l'escale se passe dans un pays très au nord quand même, enfin l'Atlantique Nord. L'escale, donc paru au Bruit du Monde, premier roman également. Il y a 4 primo et romanciers et romancières aujourd'hui. Donc l'histoire se passe sur un archipel de l'Atlantique Nord qui n'est pas nommé, qui semble imaginaire. Bon, j'ai quand même lu quelque part que vous avez fait une très courte escale aux îles Féroé. Donc, on vous demandera peut-être si l'inspiration vient de là. Donc évidemment, ça se passe lors de l'escale d'un voilier de commerce norvégien sur une île de l'archipel, et Grigori, un jeune marin russe, fuit à terre parce qu'il y a des petits problèmes de dette après avoir organisé des combats de rats à bord. Les embruns, les vagues, le vent, les moutons, les oiseaux, la nature, la solitude, mais aussi les rencontres avec la population locale, qu'est-ce qui fait lien dans une communauté, tout ça en rythme des saisons. C'est aussi une réflexion sur le temps qui passe. C'est un roman assez contemplatif, mais avec une atmosphère un peu pesante qui nous tient. On ne fait pas que contempler, on a envie de savoir ce qui va se passer. Un hymne à la littérature, à la sauvegarde d'une langue aussi. Embarquez-vous. Oui, j'essaie de... Pablo Meller, vous étiez, parce que je crois que vous avez arrêté, producteur de films, mais vous êtes toujours scénariste. Vous êtes l'auteur d'un premier recueil de nouvelles qui s'appelle Derrière les grilles du Luxembourg. Décidément, le Luxembourg est toujours très présent. Vous êtes né, je crois, aux États-Unis de parents argentins, mais installés en France depuis fort longtemps, et vous vivez en France. Donc, Un degré de séparation, paru chez Liana Levy, là aussi est un premier roman. On y suit un écrivain américain à succès, qui a écrit plus d'une dizaine de romans en 30 ans, bien établi, et depuis 10 ans, il n'écrit plus, il est sec. Mais il enseigne l'écriture créative à l'université, ce qui ne manque pas d'être un petit peu paradoxal. À la mort de sa mère, c'est le début, il va trouver une petite photo, vous savez, comme les photos de photomaton. Sa mère, un homme, et surtout, au miracle, chose qu'il n'a jamais vue, sa mère souriante, radieuse, heureuse. Et de là démarre une enquête qui l'amène à Paris pour trouver cet homme qui est hypothétiquement son père, puisque cet écrivain, Frédéric Hallman, ne sait pas qui est son père. Chapitre parisien, chapitre de l'enfance, quête à Paris, quête du manque, peut-être aussi du côté de l'enfance. Là aussi, c'est un livre qui parle de l'identité, du roman d'initiation, dès qu'on parle de l'enfance, mais qui parle de la créativité, de son effondrement, des blessures. Et là où je parlais de l'humour et de la dérision d'Elisa, petite distance ironique aussi de temps en temps de la part de votre narrateur. Claire Végin, rebonjour. Claire, vous êtes médecin, radiologue. J'ai dit quoi? Radiologue? Cardiologue. J'ai écrit cardiologue. J'essaie de pas lire mes fiches. Puis en plus, on en a parlé il y a 10 minutes. En banlieue parisienne. Blanche est aussi votre premier roman publié à la Manufacture de Livres. Vous y retracez le parcours, les trajectoires individuelles de plusieurs personnages venant de milieux différents, mais
qui ont tous un point commun, c'est qu'ils travaillent ou gravitent autour de l'hôpital de Wildeuc. Vous avez inventé un nom de ville, peut-être pas tout à fait par hasard non plus ce nom, et plus précisément les urgences de cet hôpital. C'est aux urgences qu'ils se croisent, qu'ils font face à la réalité de l'hôpital public, qui manque quand même cruellement de moyens et humains et financiers. C'est vraiment l'ordinaire des urgences vu du côté des soignants principalement, du plus petit bobo aux cas les plus graves, les erreurs, les tics, la souffrance des patients, mais aussi la souffrance des soignants. Il y a beaucoup d'émotions qui traversent ce très beau premier roman. Voilà pour le résumé rapide. Qui a tout lu? C'est super. Et qui en a lu plus d'un? À part ceux qui ont tout lu. Hein. Enfin, vous êtes tous bien avancés dans vos lectures, si j'ai bien compris. Je pose une première question et vous vous préparez pour ce que vous voulez demander aux auteurs. Bon. Moi, alors en plus, si ça marche aussi pour un deuxième roman, je voudrais savoir à quel moment on a le déclic pour se dire, là, je tiens le fil, le sujet, la petite ou la grosse idée qui fait que ça y est, je me mets à écrire. Elle est bien, hein, comme première question, ça va libérer la parole. Elle est claire. Allez. Pour moi, ça a été relativement simple, puisque donc, je parle d'un quotidien qui est quand même le mien. Et c'est vrai qu'à force d'accumuler des expériences, des retours de patients, de voir des choses terribles qui arrivaient, mais aussi des choses extrêmement heureuses qui arrivaient à mes patients et moi que je ressentais en tant que médecin, à un moment je me suis dit il faut que je raconte ça parce que si j'en parle pas, personne ne pourra en parler comme j'ai envie d'en parler. Et ça a vraiment été le déclic qui a fait que je me suis sentie légitime pour pouvoir écrire ce roman. Merci. Marion, allez, on va essayer de... Pour moi, je pense que je m'en suis rendu compte quand l'idée ne lâche plus. Parce que le déclencheur de ce roman, ça a été un voyage, mais que j'ai fait il y a maintenant plus de 10 ans. Et c'est un manuscrit qui s'est écrit aussi sur une très très longue période. Et j'ai écrit un premier jet que j'ai laissé de côté, que j'ai repris quelques années après. Et je me suis rendu compte que c'était un roman qui me parlait toujours, une expérience qui me parlait toujours, une histoire qui me parlait toujours. Et je crois que ça parlait toujours, et donc il fallait que je continue et que j'aille au bout. Lou, je disais que vous aviez participé à un ouvrage collectif. Est-ce que c'est l'écriture de ce témoignage pour l'ouvrage collectif qui a ouvert la porte et il fallait tirer la suite du fil? Peut-être un peu. Je pense que effectivement c'était ma première expérience. Je pense que vous êtes trop près du mot. Ça va là. Je pense que c'était ma première expérience éditoriale, donc oui, on va dire ça m'a mise dans le bain. Mais effectivement, le format du témoignage dans un ouvrage en plus collectif, on était quand même à 8 voix. C'était un petit peu frustrant pour moi. Et puis surtout, je pense que mon premier roman, c'est le fruit de réflexion personnelle, de réflexion collective. Et puis surtout le fait qu'en fait, je lisais pas d'histoire comme la mienne. Je ne voyais pas de personnage comme celui de Lynn à l'écran, par exemple. Et du coup, je me suis dit, il faut il est temps en fait d'écrire cette histoire-là et de me ressaisir de cette narration-là. Donc voilà. Merci. Pablo, à quel moment on tient son sujet? Je ne sais pas à quel moment en fait on tient son sujet. Moi j'ai commencé par les nouvelles en fait. Ça m'a un peu décomplexé. Je pense que j'ai commencé donc par du format court. Et ensuite, il y a eu plutôt des très bons retours. Enfin, les gens ont apprécié. Donc ça m'a un peu incité à continuer. Et en revanche, par rapport au choix du sujet du roman, j'ai presque l'impression que c'est le sujet qui m'a choisi. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir
choisi vraiment, j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte ensuite que voilà, c'était des sujets qui, bien que ce ne soit pas autobiographique, étaient très personnels. Donc il n'y a pas un moment où je me suis dit ça y est, j'y vais. En fait, c'est plus un continuum. Voilà. Elisa, est-ce que après les cosmonautes ne font que passer, il y a eu 7 ans entre les deux. On vous a beaucoup attendu, Elisa Georgieva. Est-ce que vous saviez que vous prendriez votre héroïne, qui est votre double, je l'ai dit, votre double narratif, parce que c'est vous et c'est pas vous. Est-ce que vous saviez que vous continueriez sur cette veine-là pour continuer ce grattage de la langue, parce que vous en profitez pour gratter la langue française en y mettant beaucoup d'humour, mais aussi qu'est-ce que c'est que d'arriver en ayant comme langue le bulgare dans un pays qu'on ne connaît pas, et de devoir s'approprier une langue et forcément parfois de la malmener, et ça en fait quelque chose d'extrêmement poétique sous votre plume. Mais est-ce que vous saviez que pour le deuxième, il y aurait cette continuité, cette espèce de passage de témoin de l'enfance à l'âge presque à l'âge adulte, ou est-ce qu'au contraire ces 7 ans, c'est justement parce que vous n'aviez pas l'idée du deuxième roman? Si, donc je l'ai eu assez rapidement l'idée, mais je ne pensais pas du tout que j'allais écrire une continuité de cette héroïne. Enfin, c'est plutôt une prise de conscience. Quand j'étais en Bulgarie, j'avais vu un petit extrait où il y avait une prostituée bulgare, et qui était prostituée forcément bulgare, ça se passait en Bulgarie, et je m'étais rendu compte à quel point chez nous les prostituées sont toujours très caricaturées, et en fait on n'entend jamais leur point de vue, en fait, alors que c'est un phénomène. Je veux dire, il y avait beaucoup de femmes d'Europe de l'Est qui venaient en Europe occidentale pour se prostituer dans différents pays. Et donc, je me suis demandé pourquoi ces récits étaient à ce point absents, et même dans la littérature française, il y a des francophones, il y a des Françaises qui ont écrit sur ces expériences, mais évidemment que les étrangères, qui maîtrisent moins bien la langue, qui doivent être anonymes, ne pourraient pas s'exprimer. Donc, en fait, j'avais pris la décision assez rapidement. Après, j'ai mis 7 ans parce que, comme vous l'avez dit, je suis réalisatrice, et donc j'ai fait 2 films entre les 2 romans, donc ça prend du temps, mais tout pendant ces années-là, ça a vraiment... cette idée, voilà, j'ai trouvé donc les femmes que je voulais interviewer, puisqu'en fait ça s'est écrit sur une base de vrais témoignages. Moi-même, j'avais été bénévole dans une association qui accompagnait les prostituées dans les années 2000, dans des problèmes administratifs, et j'avais déjà traduit. Donc en fait, si je n'avais pas eu cette rencontre déjà avec elle, je pense que je n'aurais pas écrit dessus. C'est vrai que j'ai mis des années à me dire, est-ce que je peux me mettre à la place d'une femme qui est quand même moins privilégiée, qui je suis pour écrire sur le travail du sexe, enfin, voilà. Donc ça a mis du temps, mais en fait très rapidement je me suis dit que je pouvais y aller, quoi. Et du coup, le personnage qui me ressemble plus, qui est une étudiante en cinéma, qui prolonge cette voie un peu dans l'autodérision, dans le burlesque, ça c'est venu un peu plus tard, parce que je me disais, il faut bien qu'il y ait quand même un autre point de vue, pas que ça soit clair, qui part, qui raconte l'histoire, et donc c'était important que ces 2 femmes se regardent et que ça soit clair. Voilà. Merci. Est-ce que... Allez, c'est toujours la première question la plus difficile. Je suis sûre que vous en avez plein. N'ayez pas peur. Est-ce que c'est facile pour vous d'écrire en français? Pour moi, là, ça fait déjà 20 ans que je vis en France, donc ça, heureusement, devient de plus en plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ça aurait été beaucoup plus simple si j'écrivais dans ma langue maternelle, ça c'est sûr, encore aujourd'hui, je pense, alors que, voilà, je rentre en Bulgarie parfois, mais c'est sûr que le français est devenu ma langue de vie, mais quand on a appris une langue plus tard, il y a toujours des trous. Après, voilà, comment on travaille avec ces trous, ces contraintes, comment on peut en faire des... Moi, on m'a beaucoup dit que mes textes au début étaient un peu étranges. On m'a beaucoup dit, ça se voit que c'est écrit par une étrangère, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et alors, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis autorisée. C'était plutôt ça qui était difficile, de me dire, j'ai le droit de
puiser dans cette étrangeté que je cherche par ailleurs, puisque enfin pour moi ce qui est important, et je suppose qu'on pour nous tous, c'est la forme, aussi c'est la langue plus à nous, et donc ça m'aide à avoir une langue plus hybride. Mais c'est vrai que je travaille encore aujourd'hui avec cette imperfection, et c'est toujours un moment d'apprentissage. Par ailleurs, chaque roman, c'est un apprentissage aussi dans le français. Puisque vous avez prononcé le mot forme, il y a une question, il y a quelqu'un qui dit... Oui, allez-y. Oui. Moi, c'était pas une question, c'est pour nous, mais moi j'ai été très émue par les deux personnages de deux mamans, celle qui est vraie et l'autre, voilà. Mais j'ai été vraiment gênée, alors je pense que c'est dû à mon âge, parce que moi je lis beaucoup, mais je ne suis pas habituée à cette écriture, de ce passage sans arrêt de... Là, j'ai été très gênée, ça m'a beaucoup gênée. Donc je ne sais pas si les autres lecteurs ont été, mais moi ça m'a gêné. Par contre, j'ai été vraiment très intéressée par les trois personnages et surtout par les lunettes, qui sont extraordinaires. Leur parcours est formidable, mais j'étais un peu gênée par cette écriture, qui n'est pas habituelle pour moi, mais je sais que maintenant c'est... Je lis maintenant des romans qui comme ça, et c'est vrai que c'est devenu quand même plus grand. Mais j'aime le lire. Non, mais merci pour votre retour honnête. Mais je comprends, enfin, je comprends cette gêne par rapport au récit que moi j'appelle fragmentaire, parce que effectivement c'est peut-être pas ce qu'on voit tout le temps en littérature française ou en roman. Un effet puzzle, c'est-à-dire je recompose. En fait, ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours d'ailleurs, c'est que en fait, j'ai reconstitué une sorte de liste de souvenirs et de choses que j'avais envie de traiter, donc plutôt sous forme de séquences, de moments, donc peut-être quelque chose, une forme de gros séquencier, donc avec une vision un petit peu cinématographique, et après, je suis venue soit amplifier certaines choses. Et quand j'ai amplifié, c'est peut-être essayer de plus aller dans la fiction, soit des fois pas du tout. Et donc oui, non, ça s'est fait par morceaux, tout en ayant quand même envie que dans l'ensemble, il y ait une cohérence, puisque oui, il n'y a pas de linéarité, mais on voit quand même que Lynn, elle cherche, elle essaie de trouver sa place en fait, et elle est en quête d'identité, quête de soi. Donc il y a quand même une forme de progression, je pense. Et ça, je pense qu'on le voit du début à la fin du récit. Mais sinon, moi, la façon dont je travaille, effectivement, c'est par morceaux, par fragments. Oui, encore une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que Lynn, c'est un peu vous? C'est pas que vous l'avez bien fait, mais est-ce que c'est un petit peu vous, le personnage de vous? Oui et non, je pense que c'est une sorte d'alter ego, complètement. Enfin, oui, bien sûr, hein, c'est un personnage que j'écris à partir de moi. Dans les émotions qu'elle ressent, tout ça, c'est évidemment, il y a une forme de véracité, de réalité. Après, est-ce que c'est exactement moi? Je pense pas, puisque c'est pas non plus totalement une autobiographie, dans le sens où il n'y a pas de pacte de vérité exact envers les lecteurs, mais oui, c'est quand même une forme d'alter ego, bien sûr. Parce que c'est surtout quand elle dit qu'elle est la seule petite d'une autre couleur, là c'est très émouvant. Je voulais savoir si vous aviez ressenti ça. Vous voulez dire dans la cour d'école, quand les autres lui disent qu'elle a les yeux bridés. Ah oui. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est en fait l'expérience d'altérité que Lynn expérimente dans le roman. Oui, bien sûr, ça c'est des choses. Je pense que j'aurais pas pu inventer ça, parce que c'est des expériences qui sont très spécifiques. Donc, merci. De rien. Toujours sur ce livre, bonjour. J'ai été extrêmement touchée et émue par ce livre, par votre livre, et j'ai eu l'impression de vivre les vies de chaque personne. C'est assez épuisant. Je suis rentrée dans ce livre comme si c'était des histoires qu'on a tous vécu, des choses à j'ai eu des problèmes à l'école, etc. Et chaque personnage m'a amené des choses que j'ai l'impression d'avoir vécu quelque part. Et en plus, c'était extrêmement bien écrit. Et effectivement, c'est assez fragmenté. Et moi, j'avais noté ça. Je me suis souvenu, je vais dire quand même que j'ai noté.
Et pour moi, c'est des portraits de femmes qui s'entrecroisent pour former l'histoire à jamais un cocktail de vie. Et je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi. C'est doux, ça finit jamais, ça ne constitue pas complètement quelque chose, et en même temps, on a envie de partir. Enfin, moi, je suis partie avec cette histoire, quoi. Je trouvais ça magnifique. Je peux répondre. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, c'est très gentil et je suis d'accord avec votre lecture. Et ça me touche d'autant plus que... Enfin, c'est vrai que je raconte des expériences qui sont très spécifiques, mais quand j'écris, pour moi, c'est important que chaque personne puisse trouver un peu de soi dans chaque histoire. Et même moi, en tant que lectrice, quand je lis des histoires, même si, évidemment, on a tous et toutes des expériences hyper différentes dans cette salle, on a tous des histoires différentes, mais il y a quand même toujours, je pense, quelque chose qui nous lie. Et du coup, moi, c'est ce que je recherche en tant que lectrice. Et du coup, si j'arrive à le faire en tant qu'autrice, ça me touche beaucoup. Donc, merci. Oui, j'avais une question un petit peu sur le double narratif. Pour certains d'entre vous, c'est assez on devine quel est le personnage qui a le plus la part de vous-même. Mais pour d'autres, c'est moins vrai. Donc, je voulais savoir quelle était votre façon de gérer ce don un peu d'ubiquité et tout ce que vous mettez dans un ou plusieurs personnages. Donc vous arrivez à gérer ça. Qu'est-ce qu'on met de soi, Ouais, même quand il n'y a pas de double narratif? Claire? Alors, pour ma part, c'est un roman choral, donc il y a plusieurs personnages. Alors, il y a beaucoup de lecteurs qui ont pensé que j'étais aimée, et que en fait c'était une autobiographie déguisée, et que j'étais donc la jeune interne et que je racontais mon histoire, ce qui n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, Aimée ne me ressemble pas du tout, ni dans son histoire familiale, ni dans son parcours. Après, mes personnages sont tous très différents, mais j'ai mis de moi dans chacun d'eux. Même le plus détestable d'entre eux, il y a de moi. En écrivant, j'ai essayé vraiment de me mettre à l'intérieur de leur peau et d'imaginer ce qu'ils pouvaient ressentir face à telle ou telle situation. Du coup, je suis quand même attachée à chacun d'entre eux. Après, comment gérer ça je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas eu un personnage préféré auquel je me suis complètement identifiée et qui a été le fil conducteur du roman. Je me suis vraiment morcelée dans tous les personnages. Je pense de manière relativement égale en fait. Merci Claire. Marion, alors, je ne pense pas que vous allez nous dire que Grégory c'est vous. Vous êtes peut-être celle où effectivement, à lire comme ça, on se dit que c'est le livre où il y a le moins de vous, mais il y a forcément de vous dans ce livre. C'est quoi? C'est votre côté contemplatif qu'on retrouve dans ce livre, cet amour de la nature et pareil, un attachement aux îles. Et comment on crée des personnages si loin de soi? Oui, c'est vrai que a priori c'est des personnages qui sont très loin, mais je pense que pour moi ça fait partie de mon plaisir d'écriture qui est justement d'aller chercher des personnages qui sont loin et d'aller imaginer des vécus que moi j'aurais jamais vécu. Enfin, être gabier sur un voilier au 19e siècle, chasser la baleine, évidemment je n'ai pas vécu. Mais bien sûr on met aussi toujours quelque chose de soi, et je pense que pour Grégory et peut-être même pour les autres personnages de l'Escale, ça s'est joué au niveau de la sensorialité et d'un vécu et dans un rapport à la nature, alors des choses que moi j'ai pu ressentir lorsque j'ai voyagé dans ces endroits-là. Et donc l'expérience d'étrangeté aussi, parce que j'étais aussi étrangère en arrivant. Et donc qu'est-ce qu'on vit au niveau des sens lorsqu'on arrive? Alors c'est des vécus de vent, c'est des vécus de pluie, c'est ce qu'on sent sous ses pieds, le sol troué des îles Féroé, l'appel du vide des falaises. Donc c'est plutôt au niveau sensoriel que ça se connecte. Et après bien sûr il y a des affinités. J'ai pas non plus envie d'écrire sur des personnages qui sont l'antithèse de ce que j'aime, je pense. Donc aller chercher ce côté contemplatif et ce lien à la nature, bien sûr, ça a été une évidence, enfin en tout cas quelque chose qui s'est fait. Pablo, Frédéric Altman, c'est... Oui, c'est clairement pas moi, en fait. Je n'ai pas écrit 10 romans, pas un roman qui a succès. Comment 11. 11, mais c'est sûr que c'est un personnage qui me touche,
qui vit des choses qui me sont très personnelles, en fait, l'exil. Et puis il y a des sujets, moi, qui m'ont touché dans les lectures que j'ai pu faire toutes ces années, c'est notamment le sujet de la dépression et du fait du jour au lendemain ne plus savoir pourquoi, enfin ce qu'on fait, on ne peut plus le faire. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont témoigné de sujets, notamment William Styron, Fitzgerald, qui ont écrit des magnifiques bouquins, et j'avais envie de m'inspirer d'un personnage comme celui-là, et de mélanger un peu un vécu qui m'était propre, on va dire, avec ce sujet qui, moi, m'a toujours énormément touché, préoccupé, qui est par ailleurs un sujet romanesque. Et voilà, donc dans ce roman, il y a à la fois beaucoup de moi, c'est-à-dire qu'il y a des faits, des personnages secondaires, c'est des personnages des grands-parents, par exemple, ce sont mes grands-parents. L'exil, c'est quelque chose que j'ai vécu, alors pas tout à fait exactement de la même façon, mais pas loin. Cette quête des racines, ce déracinement, cet exil, question de l'identité, c'est quelque chose qui évidemment est quelque chose qui est très important dans mon évolution. Donc voilà, donc c'est à la fois pas du tout autobiographique, mais c'est un roman très personnel avec un personnage qui voilà, pas un alter ego, mais qui m'est proche en lien. C'est celui de la mère qui m'a particulièrement... Oui. Oui. Non, absolument. Mais le personnage de la mère est un... Voilà, c'est intéressant parce que moi j'ai été élevé par mon père. Donc c'est quand prend un peu le contre-pied du roman, et en fait ma mère était assez distante, et pourtant c'est une personne relativement affectueuse. Et ça m'a intéressé en fait ce parcours en fait d'une personne qui met à distance son enfant. Et là-dessus j'ai eu beaucoup de débats, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui condamnent ce personnage de façon définitive. Et moi j'ai tendance à être un peu comme Frédéric Altman, je la rachète un peu. Voilà. On pourra en discuter si vous voulez. C'est un personnage difficile à accepter. Le dos, c'est difficile d'être heureux en Québec. On va le voir, c'est très dur. C'est très dur. Pour le garçon, c'est... Non, pour le garçon, c'est très dur, et en même temps, on peut dire qu'elle abandonne Frédéric, et en même temps, on peut dire qu'elle n'est pas capable, en fait, de s'en occuper. Et donc elle le met quand même, elle le protège quelque part. Enfin, c'est un peu la conclusion à laquelle il arrive à la fin. Peut-être il se raconte des histoires, mais il en vient à ça pour... et moi j'ai envie de me raccrocher un peu à cette version-là. C'est-à-dire que quelque part elle l'a protégée, elle n'était pas capable d'être une vraie mère aimante. Et là, on peut discuter, est-ce que c'est... Là, il y a deux romanciers, Bec Bédé et Thibaut de Montaigu, qui ont écrit un roman sur leur père, enfin, je ne sais pas si c'est un roman, mais en tout cas, sur le fait que leur père a été distant, et pourtant ils l'ont aimé. Donc, quelle est la bonne distance pour être un bon parent? Quand on est trop près, on étouffe son enfant, et quand on est trop loin, bon, voilà, donc c'était un débat. Mais j'ai reçu un écho de lecteur qui était un peu dans ce sens-là, qui prenait parti, et un parti définitif contre ce personnage de la mère, en fait. Il y a aussi le grand-père qui est pareil, en fait, il demande des nouvelles par son petit-fils. Oui, c'est des gens qui ont des problèmes affectifs, hein, ça c'est sûr. Et de communication. Il se trouve que je n'ai lu que le livre dont on parle maintenant, qui m'a beaucoup plu, qui est complexe dans la structure, justement. Au début, on est un peu perdu, donc il fallait le lire 2 fois pour bien saisir. Le personnage de la mère, je l'ai trouvé très très riche, parce que effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, elle cherche à le protéger, mais après, ils vont renouer des liens et on va s'apercevoir que cette femme a une personnalité extraordinaire, un personnage. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez vécu à New York, mais bon,
on retrouve toute l'ambiance de New York suggérée, les librairies, le spécial, l'esprit un peu hippie de cette période. Et ça, je ne sais pas si c'est la documentation que vous avez faite ou c'est ce que vous avez vécu. Et ça, c'est très intéressant parce que là, il y a un basculement dans le rapport. Et donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est cette fin inattendue. C'est à la fois, c'est une question qui est posée, qui reste en suspens, mais pas totalement, et la réponse est finalement positive. Elle est positive, bien qu'on aimait savoir qui était le père, mais non, bon, bref. Et alors, autre chose, je vous interroge sur le titre, parce que ce titre est curieux, premier degré de signification. Un degré de séparation. Un degré de séparation. De séparation, pardon. C'est pas mal comme neige. Alors, oui, mais bon, c'est peut-être pas totalement un lapsus. C'est un lapsus qui a du sens, je pense. De séparation, alors, parce qu'il y a eu des séparations progressives des personnages, non? En fait, non, c'est un titre, alors c'est juste pour l'anecdote, mon éditrice n'était pas tellement favorable à ce titre, parce qu'elle a dit personne ne va comprendre, et effectivement ça se confirme souvent. Et en fait, ça m'a inspiré il y a une théorie qui s'appelle les 6 degrés de séparation, qui est on appelle la théorie du poignet de main, c'est-à-dire que entre n'importe quelle personne dans cette salle et on va dire Barack Obama ou malheureusement Donald Trump, il y a 6 personnes. Il y a 6 personnes, on serre la main d'une personne qui serre la main d'une personne jusqu'à n'importe qui sur cette terre. Donc déjà cette théorie m'a interpellé et donc moi c'était en fait pour rappeler la séparation qui existait entre Frédéric et son père, donc c'est sa mère. Voilà. C'est peut-être un peu tarabiscoté, mais je trouvais que il y avait un vrai sens par rapport au sujet en fait, voilà, du roman. Si on tire le fil du titre, Blanche au pluriel, Claire, c'est les blues, c'est tout simplement les blues ou c'est plus tarabiscoté que ça? Non, effectivement, j'avais envie d'un titre qui puisse vouloir dire plein de choses. Notamment effectivement bien sûr les blouses blanches, mais il y avait aussi les nuits blanches qu'on passe à l'hôpital en garde, les lumières blanches au plafond dans les salles hospitalières, et puis il y avait aussi ces 2 héroïnes, Laetitia et Aimée, qui sont 2 jeunes filles un petit peu innocentes, un petit peu des blanches colombes, des oies blanches au début du livre, et puis qui vont apprendre malheureusement à leurs dépens la dure réalité du monde hospitalier. Il y a aussi des lecteurs qui m'ont fait remarquer que ça rappelait les nombreuses sauts de lignes à l'intérieur du roman. Donc voilà, c'est rigolo, les lecteurs s'approprient le titre et trouvent une signification à eux. Mais oui, non, j'avais très envie qu'on puisse imaginer plein de choses à propos du titre, effectivement. Et c'est des discussions avec l'éditeur ou là c'est tout le monde? Alors là, c'était mon titre initial qui a été accepté tel quel, donc il n'y a pas eu trop de discussions. Odyssée des filles de l'Est. Pourquoi Odyssée? Pourquoi... Enfin, je vois bien, hein, mais si vous pouviez nous expliquer. Et puis, voilà, enfin... bon. Vous ne faites pas un titre court? Non. Non. Il est plus court que les cosmonautes ne font que passer. Certes. C'est un vrai exercice pour vous le choix du titre. Enfin, moi, j'avais... Enfin, ne serait-ce qu'à cause des cosmonautes, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie du tout. Oui, moi j'ai beaucoup du mal en fait à choisir des titres et donc je passe souvent plusieurs jours, voire très longtemps, à faire des brainstorming avec tous les mots possibles, comme les cosmonautes par exemple, ça a été les cosmonautes sont dans la cuisine, les cosmonautes, bon j'ai tout essayé et donc voilà. Là je ne voulais pas vous faire un titre comme ça, mais en fait je voulais qu'il y ait Filles de l'Est dans le titre, voilà, et en même temps je voulais que ça soit clair que cette expression est un peu détournée.
Alors, c'est pas forcément évident comme ça. En fait, ça s'est confirmé avec l'image. C'est-à-dire que je n'aimais pas beaucoup Odyssée des filles de l'Est parce que je trouvais que c'était un peu long et peut-être qu'on ne saisissait pas tout de suite l'ironie ou le côté un peu fantasque. Alors, Odyssée, évidemment que ça me plaît l'idée qu'on puisse inscrire cette expression dans quelque chose de mythologique, là où elle n'a pas du tout été... moi, pour écrire le livre, je me suis beaucoup documentée, évidemment, et j'ai beaucoup cherché dans Alina à quel moment comment on a employé ce mot, cette expression, et évidemment que c'est toujours contacté dans des contextes pas du tout glorieux, au contraire, c'est souvent lié à la prostitution, souvent c'est péjoratif, souvent c'est très méprisant en fait. Et donc évidemment que l'inscrire dans une mythologie, en plus ça s'appelait Odyssée, je sais oser, mais je me disais allons-y, c'est le but. Et c'est vrai que c'est un peu hacker l'algorithme, parce qu'aujourd'hui quand on écrit Les filles de l'Est, je suis assez contente qu'il y ait quand même mon roman qui sort. Il n'y a plus d'articles sur... bien sûr, parce que ça commence à dater, mais voilà, donc j'ai un peu hacké l'algorithme. Et voilà, je suppose que quand j'ai trouvé l'image, là je me suis dit, là c'est un peu plus clair le côté punk de tout ça. Vous écrivez dans le texte des extraits de sites web ou d'articles, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, donc c'est bien la question que je vais vous poser, avec des trucs absolument horribles, ultra stéréotypés, genre les filles de l'Est, elles sont tellement belles, jeunes, elles vont jouer en dingue, et après elles sont toutes grosses et moches, quoi. Des trucs assez violents, on va dire ça comme ça. Ça, c'est des choses que vous avez réellement trouvées? Oui. Parfois, la réalité est beaucoup plus intéressante que notre imagination. Non, mais oui, ça existe. Il y a un site qui s'appelle hommedinfluence.com. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire toutes les vérités sur les filles de l'Est. Et donc, je suis tombée sur cet article qui s'appelait 7 raisons de ne pas sortir avec une fille de l'Est. Et donc, l'une des raisons, c'est qu'elles vieillissent mal. Donc voilà, ne vous marquez pas, vous ne vous faites pas avoir par leur jolie tête blonde quand elles sont jeunes. Donc après, c'était tous ces autres stéréotypes que les filles de l'Est sont forcément blondes, qui mangent des hamburgers et qui sont très contentes d'avoir 200 francs, tout ce qui les intéresse, c'est de se bourrer la gueule. Voilà. Donc il y avait plein de choses comme ça qui étaient, pas que dans Homme d'influence évidemment, donc j'ai cherché plusieurs articles, parfois c'était des extraits de radio, et en fait oui, c'est ce qu'on pouvait lire dans la presse en France, c'est vraiment des extraits de l'INA. Donc de toute façon, étant édité chez Vertical qui appartient à Gallimard, il y a un contrôle très strict des citations, donc je n'ai pas inventé les citations du monde, elles existent. Évidemment qu'aujourd'hui on se permet moins d'utiliser ça comme ça, on est un peu plus conscient que c'est quand même ce sont des phrases très racistes et sexistes, donc aujourd'hui on ne va plus tellement employer l'expression fille de l'Est à tout va et faire des espèces de synonymes à la prostitution, donc en fait on fait un peu plus attention de nos jours, et surtout elle est moins actuelle puisque c'est un phénomène qu'on va moins observer simplement dans la société comme dans la presse. Marion, et puis après je reviendrai vers vous. Bonjour, j'avais perdu ma question, j'ai fait un bond. Je vais y arriver. Oui, la littérature est très importante. Son personnage principal est écrivain, mais il y a aussi dans l'enfance, quand il part à l'internat, il rencontre un jeune garçon qui sera très important dans sa vie, et notamment parce qu'il lui fait aimer et découvrir la littérature. Je trouve que c'est un point commun que vous avez tous les deux, parce que je trouve que votre livre, c'est aussi un hymne à la littérature, aux livres. Alors effectivement, en même temps, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres choses à faire sur cette île. Et puis aussi à la... Alors c'est plus caché, plus sous sa jambe, mais c'est quand même là, à la résistance pour garder une langue nationale qu'un pays dominant, essaie de faire disparaître. C'était important d'avoir ces deux axes-là. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages de lecteurs, et notamment les deux instituteurs dont vous parlez. Donc l'archipel, il est sous gouvernance danoise, et les instituteurs vont défendre la langue de l'archipel, parce que le danois, lui, est parlé à l'école, dans les églises, dans l'espace public, et la langue de l'archipel, elle est cantonnée à l'espace privé. Et les instituteurs vont la défendre, et ils vont faire quelque chose qui pour l'époque est très politique, c'est-à-dire que la langue de l'archipel,
elle est devenue uniquement orale en fait, tellement la domination danoise était forte, et les instituteurs, eux, vont défendre une pratique de l'écrit, et donc ça passe aussi par le livre. Et donc ils ont aussi une bibliothèque, c'est un petit peu les notables du village. Et en même temps, je trouve qu'il y a le personnage de Grégory qui est un peu à côté de ça, qui est un peu lecteur et traducteur malgré lui. Et j'ai bien aimé ce contraste entre des personnages très intellectuels, très lecteurs, qui disent aussi mon amour des livres, et en même temps un personnage qui lui est un petit peu à côté de ça, et qui va lire un peu malgré lui. D'ailleurs il fait des lectures à un autre russe, mais il lit le livre dans le désordre. Et donc j'ai bien aimé ce contraste entre ces personnages lecteurs qui défendent le livre, et en même temps un personnage, lui, qui est dans l'hyper-présent, et aussi dans le corps. Quelqu'un qui préfère sortir de la bibliothèque. Et qui en même temps est totalement polyglotte. Et aussi polyglotte. Donc malgré lui, à la croisée des langues et des livres, et qui en même temps est dans un élan du dehors. Là. Oui, justement, je m'adresse à Marion Lejeune. Et moi, je voulais vous remercier pour l'écriture de votre livre, parce que ça fait du bien. Je pense que je fais partie des grosses lectrices. Et de vous lire, c'est vraiment un grand plaisir. Il y a beaucoup de souffle, et puis je trouve qu'il y a une adéquation entre votre écriture, l'histoire et les personnages qui est assez incroyable. Parce qu'en fait, il y a des allées-venues tout le temps, et on a l'impression qu'on a le souffle du vent et des vagues dans l'écriture elle-même, et puis dans tout ce qui se passe, avec l'inattendu, les rencontres avec des personnages qui a priori n'ont rien à voir entre eux, et qui échangent un peu leurs rêves, puisqu'il y en a une qui part, alors celui qui voulait partir reste. Enfin, franchement, merci, parce que j'ai trouvé que pour un premier roman, c'était très abouti, et vraiment très très bien écrit. Merci beaucoup, c'est vraiment un très beau compliment. Parce que je trouve que quand on écrit, on cherche une adéquation de fond et de forme. Et de parvenir à le trouver, c'est... Merci beaucoup. C'est ce qu'il y a... Alors, moi je vais étendre le compliment, parce que je trouve que c'est ce qui vous caractérise tous les 5. Mais justement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de trouver la forme adaptée au fond. Claire, ça c'est... Parce que c'est une... Alors, oui, c'est linéaire dans le temps, mais c'est une voix différente à chaque chapitre, quelle place on donne à chacun des personnages. Enfin, cette forme, elle est pas anodine. Alors, elle n'est pas anodine, mais je pense que c'est plus que adapter la forme au fond, je pense que c'est une forme qui me convient en fait. Et j'aurais presque tendance à dire que le fond découle de cette forme, c'est-à-dire que moi, je serais absolument incapable d'écrire un livre contemplatif par exemple, parce que c'est pas quelque chose qui me ressemble et que mon écriture ne ressemble pas à ça. Et du coup, finalement, le sujet se resserre de lui-même de par ma façon d'écrire. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on choisit pas forcément finalement. Fond et forme vont ensemble. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'ai pas eu de recherche sur la forme après avoir choisi mon sujet. C'est venu automatiquement, oui, ce serait oui, les voix les unes après les autres, oui. Et du professionnel et du personnel, parce que c'est aussi ça qui est chouette dans le livre, c'est qu'on les suit aussi dans leur vie personnelle, on sort de l'hôpital. Oui, parce que c'était ça qui m'intéressait au fond, donc c'était vraiment ça que j'avais envie d'explorer, l'humain dans toute sa diversité, donc d'où le roman choral, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs personnages qui sont tous développés, parce que c'était vraiment ça que j'avais envie de creuser. Lou, on en a parlé de la forme tout à l'heure, évidemment, de cette forme très fragmentaire. C'était une évidence dès le départ ou ça a surgi à un moment, et puis surtout, est-ce que ça a demandé beaucoup de travail? Je dirais que comme Claire, c'était un peu une évidence aussi, et aussi pour le roman choral. C'est venu en fait, la forme est venue de façon simultanée avec le fond, parce que en fait, je ne voyais pas comment raconter ce que j'avais envie de raconter avec sans avoir quelque chose de multidimensionnel, puisque en fait dans ce roman, moi j'essaie de montrer en fait c'est quoi qui constitue Lynn, qu'est-ce qui fait son identité, qu'est-ce qui fait son chemin, et je voyais pas en fait comment le raconter sans raconter les histoires de ces deux mères, donc c'était assez naturel. Et par rapport au travail que ça a demandé, je sais pas en fait si ça demande plus de travail de façon fragmentaire ou par roman choral.
je saurais pas dire, oui, ça demande beaucoup de travail, puisque je trouve qu'il y a un enjeu quand même de faire justice à chacun des personnages, de montrer des zones d'ombre, de les rendre complexes et pas binaires. Mais je sais pas en fait si c'est plus compliqué. En tout cas, pour moi, c'était une évidence. Pablo, c'est venu tout de suite, le fait qu'un chapitre sur deux, ce serait un chapitre parisien et un chapitre de l'enfance? En fait, c'est venu tout de suite, parce que bon, l'histoire, la temporalité, c'est 60 ans, donc elle est passée du passé au présent. En revanche, j'ai vraiment tâtonné, parce que le passage dans le passé, au début, je l'ai traité comme si c'était des extraits des romans du narrateur, donc écrit à la troisième personne, et ça ne marchait pas, en fait. Et ça a été un peu... le constat a été un peu difficile parce que moi j'avais bien avancé et il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, et donc à un moment donné j'ai pris le parti de tout écrire à la première personne. Mais ça a été quand même jusqu'au bout une vraie interrogation. Est-ce que ça allait marcher cette alternance? Comme vous disiez madame, de temps en temps c'est un peu déstabilisant. Et en même temps, j'ai eu le sentiment, puis j'ai eu des retours qui allaient en ce sens, que finalement il y a une mécanique qui s'installe, un rythme, et que ça passe assez, ça finit par, ça finit par s'installer. Et donc, mais c'était difficile à écrire parce que en fait j'ai respecté, en fait j'ai écrit chapitre après chapitre, j'ai pas fait le présent et le passé, j'ai écrit parce que j'avais besoin moi-même de m'inscrire dans ce rythme et dans cette narration. Mais voilà, c'était pas... Je savais que je voulais le faire, mais ça n'a pas été totalement naturel. Guitza, deux voix, mais la voix du double narratif et la deuxième personne du singulier, c'est tu. C'était déjà le cas dans les Cosmonautes, si mes souvenirs sont bons. Donc déjà, parler des deux voix, puis il y aura un jeu un jour? Je suis en plein dedans, c'est très drôle parce que moi aussi je m'amuse à... Je voulais pas refaire la deuxième personne de singulier, donc j'écris, je dis tu fais ceci, tu fais cela, ou dire je. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça produit quand même pas mal de distance et d'humour, ce que je recherche de manière générale. Même quand j'essaie d'être sérieuse, par ailleurs, je fais des blagues, donc en fait ça ne marche pas d'être sérieuse. Donc en fait voilà, cette voix deuxième personne, ça me convient a priori. Mais je ne peux pas faire ça éternellement. Donc là, je suis en train d'écrire mon troisième roman, mais régulièrement, c'est terrible, mais il faut dire la vérité, c'est la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, c'était hier, quand je lui ai demandé, réécris-moi ce texte à la première personne pour voir ce que ça fait, et il a fait en une seconde. Et oui, il faut maintenant, en fait, ce n'est pas le même style. Donc ça ne peut pas exister à la première personne, il faut réécrire le texte et trouver une autre manière d'être... bizarre, drôle, décalé en fait, et ça ne marche pas que comme ça. En revanche, par rapport à la prostituée, je ne pouvais pas dire je à sa place, ça c'était clair dès le début. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est très drôle, mais qui a une autre forme d'humour qui est très typique pour l'Europe de l'Est, je trouve, un humour noir, toujours avec plein de digressions. Donc c'est un peu le contraire de moi, parce que moi je suis rapide et pas laconique, en fait j'aime pas trop faire des digressions, alors qu'elle... toujours, en fait, elle passait par plein de choses et par plein d'associations très noires. On voyait bien que c'est quelqu'un qui pense tout le temps à la mort, mais qu'elle le dit d'une manière un peu drôle. Donc, en fait, comme j'avais beaucoup de témoignages avec elle, ça a été tout un travail par rapport à la langue, de déjà essayer de traduire cette langue à elle, parce qu'elle est d'origine turque comme Bulgarie, donc elle a beaucoup de mots turcs dans le bulgare qui existent chez nous. C'est une langue très hybride, très colorée, et très pleine d'expressions aussi qui sont un peu datées puisqu'elle est plus âgée que moi et qu'elle a connu l'époque communiste, et donc en fait en plus il y avait tout ça. Donc comment faire exister ça en français? Ça a été tout un travail de traduction, et je voulais que ces deux types de formes d'humour existent, mais que ça soit différent. Donc c'est clair que ça appartient à elle, et plus romanesque, il y a quelque chose de plus classique. Je n'ai pas cherché à la rendre cette langue plus performative ou dynamique, je l'ai un peu laissée comme ça, et dans sa traversée de l'Europe qui est en soi très romanesque, je l'ai un peu gardée comme telle, quoi. Je trouvais que ça s'y prêtait mieux. Moi, je voulais dire un petit mot sur l'escale.
j'ai eu un peu de mal. J'ai commencé par celui-là, j'ai dit waouh, ça parce que c'est très dense, etc. Et en même temps, vous avez une façon de raconter des scènes. Moi, la scène, alors la jeune femme qui va chercher les œufs, alors je ne sais pas si ça existe, ça existe. En fait, c'est une pratique qui est courante dans les pays d'Europe du Nord, d'aller chercher des œufs dans les falaises. Enfin, ça se pratiquait beaucoup. Enfin, du temps, bien sûr, où les gens n'avaient pas vraiment le choix et ils s'accrochaient véritablement avec des cordes dans les falaises pour descendre. Donc là, les oiseaux, c'est incroyable. Pareil, on y va, on se prend les ballons à fibres, etc. Les baleines, c'est incroyable. Il y a tout, c'est très très long. Il y a des moments où il y a des choses, une intensité complètement folle. Et vous avez aussi une façon de noter. Je vais noter une phrase, parce que j'ai trouvé pas de noter. Donc, à un moment, vous parlez des pêcheurs d'Islande, et vous dites ces hommes que le sel a comme solidifié à force, à force de traverser. Et vous avez des fois des phrases comme ça qui vraiment mettent dans un cadre un peu tout ce qu'on va avoir autour. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des choses là qui nous éclairent surtout, tout en ayant cette lenteur sur tout le reste. Alors des fois, il y a vraiment les brins d'herbe, je connais leur prénom. Je veux dire, il y a un côté très on est entre deux, quoi. Il y a une lenteur, et cette histoire de la terre, etc. Et en même temps, par des petites phrases comme ça qui sont très impressionnantes. J'ai étonné ce livre pour un premier roman. Merci beaucoup pour votre retour. Je sais que la question du rythme, ça a été pour moi une vraie question, parce que c'est... Quand on écrit un roman contemplatif, bien sûr, le risque, c'est de perdre tout le monde et que ce soit trop lent. Et en même temps, je l'ai vraiment travaillé comme ça, au fur et à mesure des réécritures, qu'il y ait des pics d'intensité et que tout à coup, c'est comme ça se retourne. C'est comme au moment de la chasse, tout le monde est un peu léthargique dans les maisons. Il y a même Grégory qui est dans cette espèce d'apathie dépressive. Et tout à coup, il y a ce cri de chasse qui résonne et tout le monde sort et tout à coup, le village fait communauté. Et vraiment, je l'ai conçu comme ça, comme quelque chose de dormant. Et puis tout à coup, ça se réveille. Et tout ça, c'est lié au rythme des saisons et de la nature. Donc j'ai cherché cet effet d'alternance entre la lenteur, la contemplation, et en même temps le moment où ça se ressaisit, et où ça va au contact, et aussi à la violence entre les humains, les animaux et la nature. Quand vous avez cherché, je pense que vous avez trouvé. Moi, je voudrais revenir sur... Non, je voulais que ce soit... Excusez-moi, le monsieur n'a encore pas posé de question, je vous redonne la parole tout à l'heure, mais il faut que ça tourne. Est-ce que vous avez lu les livres des autres et qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié? Bonne question vache. Je suis pas sûre qu'ils aient fait leur devoir, mais qu'ils n'en sont pas d'ailleurs. Qui a lu personne? Ouais, ben voilà. Si je peux faire ma bonne élève. J'ai lu Elitsa. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton roman, c'est... j'ai trouvé ça extrêmement audacieux d'aller chercher deux voix, justement. Et moi qui, je pense, aime rentrer dans la psyché d'un personnage, de voir comment tu arrivais à jongler entre les deux, entre un personnage dont on sent qu'il est plus proche de toi, et d'un personnage qui est plus loin de toi, et j'ai trouvé ça très audacieux et très réussi. Et pour les défendre, ils sont évidemment extrêmement sollicités sur des tables rondes à plein d'auteurs, et il faut qu'ils gardent du temps aussi pour écrire. Donc parfois ils n'ont pas le temps de lire les livres de leurs petits camarades, et puis c'est vrai qu'on n'a pas demandé à leurs éditeurs de leur envoyer des livres aux uns aux autres, donc ça n'a pas aidé. C'est vrai qu'en fait quand on reçoit les livres, ça aide parce que sinon on a fait beaucoup de rencontres, quoi. Je pense qu'on s'est croisés, c'est vrai. Mais malheureusement, tous les festivals ne font pas le travail de contacter les éditeurs, c'est une petite organisation. Surtout que si toutes les médiathèques demandent ça aux éditeurs, je pense que les éditeurs ferment. Force d'envoyer des SP. Voilà. Et justement, lorsque vous écrivez, particulièrement dans ces moments-là, quelle est la place de la lecture pour vous? Est-ce qu'il y en a une seulement? Alors moi je lis beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu et je n'ai jamais arrêté de lire même quand j'écris. Par contre ce que je n'aime pas du tout c'est lire des livres qui ont un rapport avec ce que je suis en train d'écrire parce que ça me bloque complètement. Donc j'essaie de lire des livres qui n'ont rien à voir quand je suis dans une phase d'écriture. Je suis complètement d'accord parce que ça devient dangereux après, parce que tout ce que tu peux lire sur quelque chose qui touche à ton sujet, on a peur de plagier tend à basculer aussi, le roman prend aussi de la place et ça absorbe
les lectures annexes et ça peut être dangereux. Marion, ça veut dire qu'on ne lit surtout pas Ian Kellman Stevenson quand on écrit ça. On l'oublie. En plus, on l'oublie parce que sinon on n'écrit pas. Voilà. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas lu Entre ciel et terre, je pense que c'est une lecture qui vous a marqué. Voilà, et il y a d'un point de vue d'écriture par rapport au compliment que vous avez pu faire à Marion, je pense qu'il y a une filiation très, très directe avec oui, bien sûr, je l'ai lu, mais pour écrire, il faut, voilà, pour ne pas se censurer, il faut aussi se distancier des grands. Ouais, moi je pense que c'est un travail qui est, enfin c'est des va-et-vient, c'est-à-dire que forcément, je sais pas, on écrit parce qu'on lit, donc c'est une, enfin, je sais pas comment dire, c'est une continuité en fait. Après, je suis totalement d'accord, là moi je suis tombée sur un livre où l'auteur fait exactement ce que je veux faire, d'une manière un peu différente, mais en plus en citant des choses. Donc, en fait, c'est terrible parce qu'on se dit, ça bloque aussi l'imaginaire et surtout le désir. Donc, en fait, dans ces moments-là, il faut écarter aussi les textes trop proches. En revanche, je pense qu'il y a des grands auteurs que moi j'ai pu lire et que j'accepte que ce que je suis en train de faire peut avoir des résonances et pourquoi pas même les citer d'une manière ou d'une autre, enfin, maintenir ce qu'on appelle l'intertextualité, l'assumer quoi. Ça peut être un défi, ça existe. Bah, non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Je pense que il n'y a pas de lecture sans écriture, il n'y a pas d'écriture sans lecture, enfin, c'est sûr. Et oui, je trouve que quand on aime tellement une œuvre, je trouve que des fois, effectivement, il y a un risque d'essayer d'en faire un pastiche un peu raté. Enfin, c'est un risque. Et en même temps, je suis d'accord avec toi dans le sens où des fois, ça peut aussi être intéressant d'assumer complètement une filiation et de s'inscrire dans cette filiation, de la revendiquer. Donc, je sais pas, je pense que c'est... En fait, tant qu'il y a de la clarté, à mon avis, dans le procédé, ça va. J'y pense, je vais vous aurez droit à la question, mais là en écoutant Lou, j'y pense. Parce qu'en traitant de l'adoption transraciale, de la question de l'identité sexuelle et du lesbianisme, qu'est-ce que l'autofiction, qu'est-ce que le roman vous a apporté de plus par rapport à un témoignage, un récit ou un essai? Bah, je pense d'explorer plusieurs dimensions avec une certaine profondeur, je pense, et aussi la possibilité de se tromper aussi, et de se tromper. Alors que dans l'essai, par exemple, politique, parce que je pense que c'est un sujet, l'adoption transraciale, qui pourrait être abordé d'un point de vue vraiment politique. Et là, j'ai des collègues qui l'ont fait très bien. Là, il y a une exigence, je pense, d'exactitude. Or, moi, ce que je voulais expérimenter, c'était pas l'exactitude, c'était justement tous ces va-et-vient, tous ces allers-retours. On voit que Lynn, elle explore, elle avance et puis après elle recule. Enfin, voilà, c'est une trajectoire qui est hyper sinueuse. Et le roman, ça m'a permis ça, moi, je pense, d'explorer tout ça, toutes ces dimensions. Et puis des dimensions aussi intimes que j'aurais pas pu faire dans d'autres formats, je pense. Enfin, par exemple, le fait de donner une place aux mères du Sud biologique, ça c'est quelque chose que, dans un essai, je sais pas comment ça pourrait exister, mais en tout cas, le roman, ça m'a permis ça, d'avoir cet objet un peu protéiforme. Vous avez prononcé le mot politique, Claire. Parler de l'hôpital, de l'état de l'hôpital aujourd'hui, il y a quelque chose de politique, alors pas dans le côté sale du mot, mais dans le côté réflexion sur la vie de la cité. Il y a une importance à un moment, dans la fiction, d'expliquer quand même ce qu'il en est aujourd'hui. Alors oui, c'est une partie importante du roman d'ailleurs. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où on commence à parler de l'hôpital au XXIe siècle, on ne peut pas faire l'impasse sur la crise de l'hôpital actuelle et le désastre qui est en train de se produire. Donc j'étais obligée de toute façon d'intégrer ça et ça faisait aussi partie du propos, évidemment. Alors c'est rigolo parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question aussi de pourquoi je n'avais pas écrit un témoignage ou un essai sur l'hôpital et les difficultés qu'il rencontre. Et je suis complètement d'accord
avec ma voisine Lou, c'est l'intérêt de la fiction, c'est de nous autoriser la subjectivité, d'inventer des personnages, de leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Si j'avais écrit un essai sur l'hôpital, il aurait fallu que je sois exhaustive, que je cite mes sources, que je fasse un tableau complet de ce qui se passe à l'hôpital en France aujourd'hui. C'était pas du tout ce qui m'intéressait, quoi. Ce sera difficile de sortir de l'hôpital pour le livre suivant. Alors le livre suivant est quasi terminé et il ne parle pas de médecine. Non, parce que vous êtes médecin, vous bossez à la fois... Ça fait partie des écueils que je voulais absolument éviter. Je me suis dit, si je fais un deuxième livre qui parle de médecine, je n'en sortirai plus jamais, en fait. Donc, moi, je dis rien, parce qu'il paraît qu'après, je bloque les jeunes écrivains pendant des années. Pablo, j'avais dit que je revenais vers vous, mais je ne sais plus quelle était la question que je vais tourner. La lecture, mais oui, bien sûr. Il y avait une question là. Oui. Oui, moi j'ai lu votre roman comme s'il y avait deux parties. Avant Florent et après Florent. Bien sûr, parce que les personnages se transforment complètement. Tout est différent. Voilà, les responsabilités de l'hôpital. Donc j'ai vu ça vraiment en deux parties. Est-ce que vous l'avez écrit de cette façon? De cette façon, mais oui, il y avait vraiment une volonté quand même de décrire la vie avant, la vie qui semble à peu près calme et normale, et la vie après où en fait tout s'effondre, à la fois dans la vie professionnelle et dans l'intimité. En fait, c'est les retentissements à bas bruit de ce drame sur les vies personnelles des protagonistes, bien sûr, oui. Et est-ce que vous avez côtoyé dans votre vie, justement, de l'hôpital, un cas comme Flora qui va aller aux urgences Alors, ça ne m'est pas arrivé personnellement, Dieu merci. Après, je pense que des drames comme ceux-là surviennent très régulièrement à l'hôpital. Malheureusement, alors la plupart du temps, en fait, déjà, personne ne s'en rend compte, puisqu'il n'y a pas la possibilité, en fait, de pouvoir faire le lien entre l'erreur ou la négligence ou le surmenage médical qui conduit à malheureusement des conséquences qu'on sait, et le fait que il y ait un effet indésirable ou un décès, enfin c'est difficile de faire le lien, là j'en fais un lien direct, mais il n'y en a pas forcément, ou en tout cas il est très difficile à mettre en évidence, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent, et ce qui arrive aussi très souvent, et ça m'est arrivé comme je pense à tous les médecins, c'est de faire une erreur médicale qui n'a pas de conséquences. Mais on se dit a posteriori, on n'est pas passé loin, quoi. Et donc c'est quelque chose avec lequel on vit en permanence, ça fait partie de notre métier. Personne ne fait, enfin ça n'arrive à personne de ne jamais faire d'erreur. On est humain, ça fait malheureusement partie du boulot. Voilà, donc la plupart du temps, heureusement, ça n'a pas de conséquences majeures, mais voilà, parfois ça en a malheureusement. Merci. Donc c'est toujours aussi sur le livre. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Ange de la nuit de Madeleine Riffaut et me dire que 50 ans après, l'état de l'hôpital est toujours le même. Alors, je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas vous dire. Donc Madeleine Riffaut était reporter de guerre, et elle a été donc aide-soignante dans un hôpital pendant un certain temps, et elle a donc après écrit un livre, donc Les Linges de la nuit, qui a eu un prix d'ailleurs en 1975. Je regarderai alors. C'est un état malheureusement. En tout cas, à titre personnel, moi, ça fait quand même un moment que je nage dans la médecine. En 20 ans, l'état de l'hôpital s'est vraiment beaucoup aggravé, hein, c'est catastrophique. Donc c'est vrai que c'est vraiment très inquiétant, quoi. Je crois que surtout les urgences. Alors, il n'y a pas que les urgences. Hein. Maintenant, je ne suis plus à l'hôpital, je suis en ville. La médecine ambulatoire, c'est une catastrophe. Hein. On n'a plus de médecin général. Pardon, c'est pas grave. C'est généralisé. Hein. L'état de la médecine, ce n'est pas que les urgences, malheureusement. Oui, c'est... Alors, vous vouliez la main tout à l'heure, non? D'accord. Par là? Oui, à la main. Ah oui, d'accord, je t'écoute. Non, je voulais juste... alors, je travaille à l'hôpital, c'est ma dernière année, donc oui, j'ai vu passer la dégradation. Et ce que j'ai trouvé assez dur dans ce livre, si on retrouve des choses, il y
n'y a pas de côté festif quelque part. Parce que la Roma était au SMUR très 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 longtemps, et il y avait quand même un côté décontraction. À un moment, ça pète un peu. Et là, ce que j'ai trouvé lourd, c'est qu'il n'y avait pas ces moments. Alors évidemment, on est dans le drame, il y a toutes ces choses, mais quand même, pour moi, il manque ce petit côté qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. On peut la vue un peu. Ouais. Alors je pense qu'effectivement j'ai été probablement un petit peu influencée. Je l'ai écrit juste après le Covid et je pense que ça m'a influencée. C'est-à-dire que tout ce côté festif a complètement disparu avec le Covid. Et je pense que ça a joué. Parce que je vois très bien ce que vous voulez dire et c'est vrai que c'est pas présent dans le livre. Et pourtant pendant le Covid, il y a quand même de l'éclat grave. On était la première partie. Non, il y avait les urgences, etc. Il y avait quand même ce côté extrêmement glauque, et à côté, il y avait une espèce de délire, parce qu'il fallait que ça sorte. Moi, je suis à la Salpêtrière, donc on était aussi, on était dans le mur, et il y avait quand même un espèce de côté joyeux barré à des moments qui me permettaient, et puis on avait, enfin, c'est qu'on va dire, mais on était les rois du monde. Les gens qui vous applaudissent ce soir, parce qu'on fait pas jamais ça. Il y avait un espèce de la pression pour sauver quelque chose, c'est court, mais on s'est senti fort à un moment, et malgré tout ce placard-là. Ouais, c'est vrai. Non mais écoutez, c'est vrai que j'en parle pas dans mon livre et le constat est quand même extrêmement pessimiste, mais voilà, c'est mon point de vue, quoi. Une dernière question. Si j'ai bien compris, 3 d'entre vous ont des liens très forts avec le langage cinématographique. Scénariste ou même déjà réalisateur de films. Est-ce que ça influe sur votre écriture ou pas du tout? C'est 2 domaines séparés. Alors, deux, Elisa et Pablo. Oui, moi, à la base, je suis réalisatrice de documentaires de création, c'est-à-dire que c'est des documentaires d'auteur, pas des reportages, on pense beaucoup à la forme aussi. On m'a beaucoup dit dans mon premier roman qu'on voyait un côté, une approche visuelle, voilà. Dans le deuxième, j'ai vraiment décidé de l'assumer parce que l'étudiante, enfin l'un des personnages principaux est étudiante en cinéma, et donc je voulais vraiment qu'il y ait ce glissement. Alors c'est vrai que moi, par exemple, souvent je filme et même les lieux que je décris, je les ai déjà filmés, par exemple, ça peut arriver. Et je voulais qu'il y ait un peu cette interaction entre l'image et comment on écrit avec une caméra. Voilà, ça paraît théorique comme ça, mais en fait dans le livre, en tout cas, il y a un moment où, par exemple, justement, tout le côté burlesque s'éteint un peu pour laisser place à un film plus lourd qui est en train de se faire et de se construire. Donc en tout cas, j'ai essayé d'imaginer ça comme ça, et après, moi, on me dit aussi par rapport au côté montage, c'est-à-dire que c'est vrai que j'écris beaucoup en montant, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de montage dans ma vie avant d'être réalisatrice, j'ai beaucoup été dans les logiciels de montage, et c'est vrai que quand j'ai écrit par exemple l'histoire de la travailleuse de sexe, j'ai très rapidement commencé quand même à écrire l'autre voix et à monter les 2 histoires dans ma tête et puis concrètement. Donc c'est vrai que j'écris même sur un logiciel où on peut monter les chapitres comme dans un logiciel de montage, c'est très pratique. D'ailleurs, je pense que vous avez cité Godard à 3 ou 4 reprises. Ce réalisateur a-t-il une importance pour vous? Elle l'égratigne. En fait, voilà, je m'excuse aux fans de Godard. C'est vrai que quand on ne vient pas de ce monde et on ne connaît pas la nouvelle vague, rien n'est fait pour qu'on vous introduise là-dedans. Donc la Bulgare que j'étais, qui venait d'arriver à 18 ans, n'a pas très bien pris ces citations de Godard, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que nous, on n'a pas de place là-dedans. Et alors le pauvre, il a été vraiment, je pense, très mal cité en décontextualisant tout le temps ses propos. Même si lui-même, il ne s'exprime pas à Maxime. Donc, en fait, je me suis un peu basée sur ça pour faire de l'humour. En fait, Godard a pris plus d'importance beaucoup plus tard. En fait, et je pense que comme avec tout, souvent, il faut d'abord avoir une culture et avoir un peu vécu et une certaine maturité pour comprendre certaines choses et les ressentir et que ça ne soit pas de manière... Et donc, Godard a fait 1000 trucs différents. Moi, c'est beaucoup plus tard dans mon premier documentaire long qui s'appelle « Chaque mur est une porte », où j'écris entre les images d'archives, et on m'a dit, Godard a déjà fait ça. Donc là, par exemple, je suis allée voir ce qu'il a fait, et c'est extrêmement intéressant. C'est évidemment
quelqu'un qui a énormément exploré et s'est énormément lâché et qui a réinventé des formes, et c'est absolument super. C'est vrai que c'est pas ce livre-là qui lui rend hommage, ça c'est sûr. Évidemment que la jeune femme que j'étais ne se sentait pas non plus à sa place en regardant ces films, parce qu'il y a certains... Enfin, là, je parle vraiment des films qui m'ont été enseignés. Et quand on parle même un film comme Un bout du souffle, qui est extraordinaire, plein de liberté et très émotif, si vous êtes une jeune femme, franchement, c'est pas très sympa. Enfin, je veux dire, c'est très dur. Il y a certaines répliques, enfin, c'est quand même très très machiste aussi, je regrette de le dire. Donc voilà, c'était un peu le moment de comment on peut prendre un peu le pouvoir là-dedans quand on a vraiment grandi avec ça dans le cinéma, je veux dire. Donc moi, l'écriture cinématographique, en fait, pendant l'écriture de romans, je n'ai pas du tout, j'ai pas essayé de m'inspirer de films ou ressenti que j'avais une écriture visuelle. En revanche, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit ça. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le roman, qui ont dit on voit un film en le lisant. Après, il y a peut-être une déformation professionnelle, parce que comme j'étais producteur, j'ai passé quand même 10 ans à lire beaucoup de scénarios. J'aime beaucoup le cinéma, donc... il y a une critique, je crois, du Figaro qui a dit cet auteur qui aime beaucoup Woody Allen, donc peut-être effectivement, il y a inconsciemment, il y a quand même beaucoup de la culture cinéma qui m'est propre, qui transparaît dans le roman en fait. Mais en écrivant, je n'ai pas ressenti... c'est plutôt les séquences, la notion de séquence, dans la construction. Là certainement, parce qu'effectivement, quand on vient de ce milieu de la production, on fait très attention à au montage et au rythme. En fait, le rythme est quelque chose de très important, et c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure des deux parties, de question est-ce que ça marche, ça c'était vraiment une interrogation très importante. Si ça ne marche pas, effectivement, on perd le lecteur. Donc là, oui, peut-être il y avait une expérience plus liée au cinéma. Ouais. On est presque au bout de l'heure. Oui, j'aurais dit. Alors, combien de prix de ce genre vos livres ont été sélectionnés? Est-ce que vous êtes sélectionné dans d'autres prix de médiathèque comme ça? Claire? Alors moi, mon livre est sélectionné le prix du Cézanne. Alors c'est un prix d'un ensemble de médiathèques et de comités d'entreprise. C'est le prix des bibliothèques de comités d'entreprise, le prix Cézanne. Ouais, c'est un gros, il y a pas mal de déplacements à faire d'ailleurs pour le prix. Et il n'y a que Claire. Oui, Pablo aussi. Moi, je crois que c'est le troisième. Il y en a encore à venir, enfin, 3 ou 4. Moi, j'ai une dernière question pour Mario. Vos 4 camarades ont écrit des choses qui se passent dans du très contemporain. Enfin, même si Pablo, il y a des allers-retours vers l'enfance, mais enfin, on est vraiment dans des choses très contemporaines. Vous avez parlé du 19e tout à l'heure. C'est pas dit, mais enfin, on le comprend. C'était aussi un hommage à la littérature du 19e. L'ancrer dans le 19e, ça permettait aussi cet arrêt du temps, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, Internet et les saloperies de téléphones portables sont aussi arrivés dans ce genre d'archipel du bout du monde. Et donc pour avoir cette solitude et ce temps qui s'arrête, il fallait... Oui, c'est exactement ça. En fait, il fallait des conditions pour un roman sur l'isolement et sur la solitude, et c'était celle-ci. Et donc ça voulait dire s'éloigner de toute technologie qui relie. Et après, le 19e, alors moi je n'ai pas voulu situer le roman trop précisément dans le temps, même s'il y a des indices, parce que je n'avais pas du tout envie d'écrire un roman historique, ni de rendre des comptes à chaque ligne sur ce qui s'est réellement passé. J'avais envie qu'on sente que ce n'est pas un roman de maintenant, et qu'en même temps, il y ait une attitude pour l'imaginaire et pour la réception, et qu'on puisse le recevoir aussi de façon très libre, et y trouver un petit peu ce qu'on veut, et qu'on puisse se sentir proche de personnages très loin de nous. Et la forme d'universalisme ou d'altérité, Madame le disait à Lou, je crois, tout à l'heure, en disant que vous étiez retrouvés dans les 3 personnages. Et effectivement, il y a peut-être, enfin, dans les 2 mères, il y a peut-être ça qui vous relie dans vos écritures à tous les 5, c'est qu'effectivement, je ne suis pas vulgaire, je ne suis pas travailleuse du sexe, mais elle m'émeut.
je ne suis pas un petit garçon que sa mère a mal aimé, mais aimé quand même, et en même temps, etc., etc. Et en même temps, il y a dans chacun de vos livres quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'émotion, le point de départ? Est-ce qu'on est des petits animaux pensants? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'abord l'émotion ou ce que ça raconte? Mais il y a moyen de s'identifier. Et c'est peut-être ça qui fait que vos livres sont si bien. C'est qu'ils parlent, enfin, ils déclenchent quelque chose chez vos lecteurs. C'est peut-être ça qui fait un livre réussi. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose d'ailleurs, mais je me noie là. Mais bon. Quelle heure? 28. Est-ce qu'il y a une dernière question? Madame Cécile. Oui. Non, j'aurais voulu savoir la photo de 1 degré de séparation. C'est l'éditeur qui l'a choisie ou c'est quoi cette photo? C'est une question qu'on pose souvent. En fait, non, c'est une photo qui sont sélectionnées dans des bases de données de photos. C'est ça. Parce qu'en fait, sinon, il y a des problèmes de droit. Donc, malheureusement, le rêve s'arrête là. C'est pas une vraie photo de famille, quoi. Non, c'est pas une photo de famille. T'es déçue? Non, je m'en doutais un peu, mais j'avais un petit fantasme. Donc, non, c'est... Et des couvertures, est-ce vous qui les avez choisies ou avec votre éditeur, etc. Est-ce que vous avez eu des contraintes ou plutôt libre par rapport à ça, à vos couvertures? Moi j'ai déjà dit, c'est moi qui l'ai choisi. Les éditions verticales ont toujours le même format de ticket de métro avec quelques variations. Donc c'est une image qui existe à la base et d'une artiste qui s'appelle Maïx Baksan. Et donc voilà, il a été validé. Bien sûr, après il y a le graphiste qui travaille toujours. Donc moi quand je lui envoie une photo, il va tout de suite mettre en page avec ces couleurs-là. Enfin voilà, donc il a tout de suite fait des propositions et donc ça a été validé. C'était une coopération en fait. L'éditeur a proposé quelque chose qui ne trouvait pas vraiment bien, mais qui était proche de ce qu'on voulait faire. Et voilà, on a affiné, on a continué dessus. Après, la plupart rentrent dans une charte graphique qui est déjà très définie. Chez Liana, c'est la couleur et l'image qui changent. Mais, enfin, moi j'avais une idée assez précise de ce que je voulais pas. Donc, et au début avec mes éditrices c'était compliqué les discussions. Et en fait elles ont décharté, parce que normalement les livres des escales, c'est pas du tout. Enfin ça c'est pas du tout la charte graphique des escales. Et en fait moi à un moment je me suis permis de proposer une artiste que j'aimais vraiment bien, qui s'appelle Ina Hunt, qui est du coup illustratrice. Et du coup comme son travail correspond à ce que moi j'aime beaucoup, à un moment, je l'ai mis sur la table et je lui ai dit voilà, j'ai envie que ce soit elle qui fasse ma couverture. Et elle a super vite compris. En fait, elle n'avait même pas lu mon livre, elle avait juste lu un résumé. Et elle a hyper vite compris mes attentes et voilà, elle a proposé ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas? Justement, quelque chose qui sort d'une bande d'images, ça, j'avais pas du tout envie. En fait, d'avoir des choses impersonnelles. Je pense que ça peut vraiment convenir dans d'autres cas de figure, mais moi j'avais l'impression que ça serait pas moi et que ça ferait pas justice à mon récit si c'était pas moi en fait qui proposait quelque chose, ou au moins voilà le nom de quelqu'un dont j'apprécie vraiment le travail. Et alors pour ma couverture, c'est rigolo parce que ça s'est passé un peu comme avec Lou, parce que nous on a à la Manufacture de Lille, il y a un graphiste qui propose pareil des images issues d'une banque de données libres de droit. Donc pour représenter l'hôpital, j'ai eu droit à vraiment des trucs immondes, genre publicité pour mutuelle ou pour EHPAD. Donc on a eu vachement de mal à trouver une couverture. Et finalement c'est une vraie photo qui a été prise par un photographe qui a fait un reportage sur l'hôpital de Besançon. Et on a voilà, donc après beaucoup de tâtonnements, on est tombé sur ce livre de ce photographe. Tu les as obligés à acheter une photo? Alors moi j'ai rien obligé du tout, c'est eux qui ont fini par me proposer ça et bon, on est tombé d'accord là-dessus parce que voilà, là, pour le coup là il y avait vraiment l'impression de réel qui collait bien avec le livre, mais on a beaucoup cherché avant de tomber d'accord. Ouais. Marion?
c'est l'éditeur qui m'a proposé un nom d'illustratrice, Aurélie Dubois, Lilywood de son pseudo. Et comme elle travaille vraiment sur les univers marins, moi j'ai été tout de suite convaincue. Et donc elle a fait un rough, un brouillon, et puis ensuite on a affiné ce brouillon. Et alors la charte graphique du Bruit du Monde, elle est particulièrement contraignante parce qu'il y a justement ces 3 disques dans lesquels l'illustration devait s'inscrire, donc ça a été beaucoup de travail. Et le dernier débat, ça a été la couleur du fond. Et voilà, on a beaucoup tergiversé. Après, l'auteur apporte son point de vue esthétique, l'éditeur son point de vue commercial. Et donc le vert fluo permet d'exister en librairie, c'est lui qui l'a emporté. Claire Vézin, Lou Ève, Pablo Meller, Elisa Georgieva et Marion Lejeune, un très grand merci. Si je ne me trompe pas, ô cher public, vous avez jusqu'au 3 mars pour voter. Pour ceux qui ont déjà fini de lire, je crois que l'urne est là, vous pouvez faire ça dès aujourd'hui, mais prenez le temps de réfléchir. Et puis, on se retrouvera le 5 avril à 15h, je crois, avec l'heureuse ou l'heureux gagnant du prix des lectrices et des lecteurs de la médiathèque de Dupuis. Rendez-vous le 5 avril, n'oubliez pas de voter.